Bonjour, je suis Mathilde dos Santos. Je suis brésilienne. Je suis née à Rio de Janeiro et je vis en Martinique depuis 30 ans. J'ai vécu donc à Rio jusqu'à 24 ans et j'ai eu la chance de grandir dans un quartier de Rio qui est proche de la forêt. Rio, c'est une ville faite de mer, c'est presque une presqu'île. Il y a la mer sur 3 côtés et le 4e côté, c'est la forêt. Je suis née près de la forêt. Et à cet endroit, on avait des traditions que peut-être on ne trouve pas dans tous les quartiers de Rio. Notamment, on écoutait des conteurs d'histoires. Donc, il y avait des conteurs. Et j'y allais une fois par semaine. On allait, tous les enfants, tout petits. Donc, j'ai vécu à cet endroit jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, c'était vraiment toute petite. Et on allait écouter ces histoires, qui étaient toujours les mêmes et qui m'ont fascinée et qui sont extrêmement importantes pour ma vie et pour tout ce que je pense et pour tout ce que je fais. Que ce soit un thème de ma propre vie personnelle ou du travail, le fait d'avoir écouté ces histoires-là est le départ d'absolument tout pour moi. J'ai grandi dans un monde avec beaucoup de culture, de toute façon. J'ai grandi comme ça. Et je parle de culture, je parle de toute la culture parce que la culture populaire est extrêmement importante pour moi aussi. Donc, j'ai grandi avec les fêtes. La vie était rythmée par les fêtes, que ce soit des fêtes des religions afro-brésiliennes, notamment l'Umbanda, parce qu'on habitait à côté d'un terrain sacralisé, un terreiro. On habitait à côté, donc il y avait des fêtes qui étaient des fêtes que tout le monde participait. Tu n'as pas besoin d'être religieux pour participer. Donc, c'était cette culture-là, par exemple, était extrêmement présente. Notamment donc la fête des Ibeji, qui est la fête des enfants, la fête des Iemanjá, évidemment, qui fonctionne un peu comme la sainte patronesse de Rio, en fait. C'est une fête extrêmement importante. Donc, il y avait ça, la culture du carnaval. J'ai grandi donc dans un monde où cette culture populaire était extrêmement importante. Les fêtes du mois de juin, avec les montgolfières en papier, une sorte de lanterne, comme des lanternes chinoises, mais immenses, parfois 25 mètres de haut. Donc, il y avait ça. D'un autre côté, beaucoup de lectures. Une mère qui était bibliothécaire, quand même. Et mon père qui était quelqu'un qui était extrêmement cultivé. Donc, de ce côté-là. Ensuite, je suis historienne. Donc, moi, je m'intéresse à l'histoire, au départ. C'est ce que je m'intéresse aux histoires, n'est-ce pas? Aux histoires que j'écoute depuis que je suis petite. Et donc voilà, j'ai baigné dans cette chose-là. J'ai eu plusieurs vies, disons ça comme ça. J'ai eu plusieurs vies. Une première vie d'historienne, une première vie de recherche en histoire, vraiment. Une deuxième vie avec un très long voyage en voilier, voilà, pendant très longtemps. Une troisième vie d'études à nouveau, une vie dans le tourisme. Et je suis arrivée à l'art parce que ça me manquait l'histoire, en fait. L'histoire me manquait. Et à un moment donné, j'ai pensé que je devais m'intéresser à ceux qui racontaient l'histoire avec des images. C'est ça qui m'a intéressée. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait vraiment dans l'art caribéen, l'art martiniquais d'abord, mais l'art caribéen en général, c'était l'intérêt que les artistes de la Caraïbe ont, depuis toujours certainement, mais sans aucun doute depuis les années 70, pour l'histoire. Ils s'intéressent à l'histoire. Ils sont en train de raconter sans arrêt la vie privée et sociale de façon tout à fait imbrinquée comme ça et extrêmement intéressante pour moi. À ce moment-là, au moment où je m'intéresse à ça, donc on est il y a pas très longtemps hein, finalement. On est en 2010. Avant cela, je n'avais pas d'intérêt particulier. J'ai un intérêt très général pour la culture. En arrivant ici, par exemple, j'étais très intéressée par tout ce qui était culturel aussi, dans la manière de vivre. J'ai vécu dans la campagne, dans la campagne de la campagne, la campagne de Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, c'est déjà la campagne de la Martinique, que je vivais dans la campagne de Saint-Esprit. Et très plongée comme ça dans une vie très martiniquaise. Et c'était intéressant. Et ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est ça. Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est ce qu'on raconte de soi. Parce que je pense que ce qu'on raconte de soi, ce qu'on raconte, c'est ce qui nous fait, n'est-ce pas? Bon, on dit comme ça, il y a une citation de, comment il s'appelle? Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, il est poète, romancier et journaliste. Et il dit comme ça, la science dit que tout est fait d'atomes. Moi, je dis que nous sommes faits d'histoire. Et moi, je trouve cette citation extrêmement intéressante parce que c'est vrai.
on a cette question depuis les Grecs avec l'atome. Et effectivement, mais les atomes d'un homme, ce sont ses mémoires. C'est ça qui le constitue. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et quand j'ai vu que les artistes martiniquais, parce que c'était mon premier intérêt, ils étaient à peu près, je sais pas si je peux dire comme ça, méprisés, mais pas considérés en tout cas. Pas considérés sur la scène internationale, même pas sur la scène caribéenne tellement. Alors qu'ils étaient en train de s'intéresser à quelque chose d'extrêmement intéressant. Et qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, est le mainstream de l'art contemporain. Parce que les questions identitaires, les questions de mémoire, c'est au cœur maintenant des plus grands artistes contemporains. C'est de ça qu'ils parlent tout le temps. Et ben, on avait les Martiniquais en train de parler de ça, donc depuis les années 170, sans aucun doute, et personne n'écoutait. Et c'est ça qui m'a intéressée. Parce que les histoires des gens qui ne sont pas écoutés m'intéressent aussi. C'est ce qui m'a intéressée particulièrement comme historienne, au départ. Et donc, j'ai fait une sorte de boucle, je suis revenue, j'avais suivi des formations, mais vraiment des formations pour public large, au Parc Lage, qui est l'école d'art de Rio. Enfin, on a une école des beaux-arts et on a le Parc Lage, qui est aussi, c'est l'école des arts visuels, ça s'appelle comme ça. C'est comme si c'était le campus caribéen des arts. Et il y a des formations pour public, donc j'ai un petit entraînement dans ça, mais c'est un petit entraînement, notamment donc sur l'art moderne et contemporain brésilien. Et donc, ça m'a aidé aussi à voir les choses d'une autre façon, à avoir ce regard et surtout cette inquiétude qui est comment sortir de ça? Comment sortir du fait que on a des artistes aussi intéressants que n'importe où ailleurs et qui ne sont pas vus? Comment alors qu'ils sont en train déjà de faire ce que je pense qu'on doit faire, c'est-à-dire se raconter. Donc, ils sont déjà en train de se raconter, mais comment faire? Parce que la question, lorsqu'on se raconte, c'est faire l'autre écouter. Et c'était ça mon intérêt. Et dès là, donc c'est à cause de ça, j'ai commencé un doctorat en histoire de l'art. C'était pour, d'une certaine façon, voilà comment on va faire écouter ça, que ça soit écouté par d'autres personnes. Parce que en vérité, c'est que les Martiniquais même n'étaient pas en train d'écouter. Je parle des Martiniquais, je parle de ceux qui sont autorisés en quelque sorte. Et qui donnent très facilement leur avis sur tout et qui n'étaient pas en train d'écouter pour de vrai, puisqu'ils étaient même pas en train de soulever ces questions-là, ou alors étaient en train de critiquer. Bon, les questions identitaires, ça renferme. Oui, tout renferme ou tout ouvre. Au contraire, puisque nous sommes faits des mémoires, les questions identitaires, c'est ce qui vous ouvre, c'est ce qui vous constitue. Donc depuis que je commence à faire donc des dizaines d'années, je dis que je m'intéresse à la question et c'est très intéressant parce qu'on a une histoire de l'art qui n'est pas encore écrite et qui est en train d'être vécue devant nos yeux. Et donc on va avoir des artistes qui sont là donc depuis un bon moment déjà, comme on a Aîné Louise, donc on va avoir qui est impliqué avec Breler aussi dans quelque chose qui c'est comme les pères de la patrie de l'art comme ça, puisque donc c'est le groupe Fromager, voilà, c'est toutes ces choses là, bon des gens les groupes l'école Négro-Caraïbe, toutes ces choses sont encore présentes, elles sont encore là. Et après, on a des choses qui sont venues, qui ont fait des ouvertures, des gens qu'on ne classe pas, on ne classe pas très bien Guédon, on a Goudin Tébia de son côté, on a des gens qui faisaient partie d'aucune école, et on va voir une nouvelle génération qui apparaît, et qui est, à mon avis, très intéressante parce que débarrassée d'un certain nombre de questions. Parce que bon, la question identitaire, bon, il y avait peut-être des choses un peu renfermantes avec l'école Négro-Caraïbe, par exemple. C'est après se poser les groupes fromagers qui disaient ah c'est renfermant, nous allons ouvrir de cette façon. Tout de suite après, par exemple, Breler lui-même va quitter les groupes fromagers parce qu'il va dire ah c'est trop enfermant. Moi, ma question c'est être artiste contemporain. Je ne vois pas chez les jeunes artistes ces genres de questionnements-là. Ils sont plus dans le cœur des questions extrêmement intéressantes et moins dans une question de définition. Ah, je suis ci ou je suis ça. C'est plus vraiment dans des questions, dans des productions qui, elles, questionnent de certaines choses formelles, par exemple, un tas de travail formel, et des travaux qui sont très intéressants au niveau des questionnements, comment je peux dire ça, des questionnements sociologiques en quelque sorte. Voilà. Et ça, je trouve extrêmement intéressant. C'est une sorte d'évolution dans la scène pour moi, je trouve. Et en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas beaucoup évolué du point de vue de comment nous sommes vus ailleurs. Voilà.
Puisque, en revanche, ce qui s'est passé depuis 2010 de façon très rapide, c'est que, par exemple, les îles anglophones ont ouvert des niches pour elles au niveau de l'Europe, etc. L'art caribéen a commencé à être vu ailleurs. Elle est vue, elle est demandée, parce qu'il y a eu une demande d'art africain aussi. Donc, on a d'abord demandé l'art africain, ensuite on est parti sur les diasporas. N'est pas toujours pas arrivé le taux de la diaspora française, de la diaspora antillaise. Ce n'est pas arrivé. Et ce n'est pas arrivé aussi parce que il manque un certain appui. Il y a des appuis qu'on doit avoir. Des appuis qu'on doit avoir. Parce que à un moment donné, il y a la demande donc d'institutions. Bon, quelle est la demande des institutions françaises justement vis-à-vis des artistes caribéens francophones? Quelle est leur demande? Et justement, elle n'est pas très très claire. Hein. On a pu avoir une très belle exposition comme les modèles noirs aux États-Unis. Elle allait donc elle a une première étape américaine. Dans l'étape américaine, elle allait jusqu'au jour actuel, ce qui a permis de faire apparaître dans cette exposition des artistes contemporains noirs américains. Dans l'exposition parisienne, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, c'est une institution française avait une très grande institution française avait une opportunité immense de faire une ouverture tout à fait nouvelle vers notre mer. Elle l'a pas faite. Elle n'a pas faite, même si on doit considérer qu'elle a fait une grande ouverture vis-à-vis d'elle-même. Je veux dire, quand le musée d'Orsay posait ce genre de questions, c'était une grande ouverture. Il faut pas non plus ne pas reconnaître ça, mais c'était voilà. Il manque cette chose-là. Il manque aussi cette chose-là. Il peut manquer d'autres choses. Il faut aussi, pour arriver à toucher comme ça la scène internationale, il faut bien entendu les galeries qui mettent les artistes sur les marchés, qui présentent dans les foires. C'est comme ça que ça marche. Mais cela peut être appuyé aussi par les institutions gouvernementales. C'est quelque chose qui a été fait au Brésil pendant le gouvernement de Lula et qui est excellente. On a appuyé les galeries qui amenaient les artistes brésiliens sur Basel, peu importe où d'ailleurs. C'est important. C'est un ensemble de choses. C'est le soft power. Moi, je suis critique d'art. Hein. Je suis membre de l'Association internationale de critiques d'art. Je suis même secrétaire, donc, en ce moment, depuis 2 ans, de l'association au niveau de la session Sud-Caraïbes, qui est la session qui réunit Martinique, Guadeloupe, Barbade, comment ça s'appelle, Curaçao. Enfin, il y a 6 îles hein, dans tous les arts. Hein. Dans au moins 3 des aires linguistiques. Et voilà, j'en fais partie. Nous sommes un certain nombre. Nous sommes, je pense qu'en Martinique, nous sommes 6. Il y en a 2 en Guadeloupe. Et donc, nous sommes un certain nombre de personnes qui nous sommes critiques d'art, qui sommes dans cette association. Et est-ce qu'il existe une critique? Bon, puisque nous sommes critiques d'art, on doit en quelque sorte dire oui, il existe une critique. Quel genre de travail est fait? Il y a un travail qui est fait. Après, est-ce qu'il porte ses fruits? C'est à savoir, puisque l'association elle-même fait un certain nombre de vidéos avec les artistes qui sont diffusées, qui sont disponibles, ne sont pas diffusées particulièrement, mais qui sont disponibles. Ce sont des petites vidéos pour promouvoir les artistes. Donc, il y a un travail qui est fait comme ça. Après, il y a trop souvent, le plus souvent, les critiques ne font pas un vrai travail de critique parce qu'ils font un travail au niveau donc des catalogues d'exposition quasiment uniquement. Et ce travail-là, il n'est pas un travail de critique. Il est un travail comme ça, un peu de divulgation en fait. Il est rare que dans un catalogue on exploite un petit peu véritablement un questionnement. Vous voyez? Et je peux m'inclure dans ce lot, même si j'essaie à chaque fois de parler. Il y a une question toujours. Je veux que ce soit qu'il y ait une question dans laquelle on parle. Mais ça reste superficiel parce que c'est un catalogue, ce n'est pas le lieu pour ça non plus. À moins que, du moins, si on avait un catalogue comme ça d'une vraie exposition monographique sur une biographie, à ce moment-là, on a ça, on a des essais, etc. Mais normalement, on a vraiment quelque chose dans lequel on ne fait pas de la critique. Donc non, enfin oui, il y a des critiques d'art. Le plus souvent, ils ne jouent pas leur rôle de critique d'art, c'est-à-dire comment dire ça, d'approfondir les questionnements, de fournir des outils et en même temps de voir chez les artistes ce qui se passe aussi. Et
peut-être parce qu'on n'a pas vraiment très rarement accès à des médias qui soient lus ou vus au niveau national et en dehors surtout. Et on ne fait pas non plus le travail d'accompagnement qui permet de positionner l'artiste. C'est pas quelque chose qu'on ne veut pas faire, au contraire, hein, mais c'est pas quelque chose à laquelle on a accès. Il y avait le fait qu'il manquait des revues. Il y a une revue qui existe maintenant en ligne hein, depuis une année. Bon, je ne sais pas dire exactement quel genre de fruits elle a porté. Il avait déjà eu une revue il y a longtemps, c'était Artem aussi, qui a eu un certain nombre de numéros, donc qui faisait ce genre de travail-là aussi. Ça n'a pas non plus, on peut pas dire que ça a vraiment porté des fruits concrets, mais ça a vraiment le mérite d'exister. Et ça, et les choses ne restent jamais, les fils qui restent suspendus et qui ne sont pas liés à rien, ils sont pas liés à rien. Un fil suspendu là, il est lié à d'autres choses. Et ça va créer, c'est le principe de la mangrove, n'est-ce pas? Ça va créer des petites choses qui vont naître partout, ces choses-là. Donc ces choses existent. Et avec ces défauts-là, les défauts que généralement en critique en Martinique, on est surtout dans cette question des catalogues. Après, il y a un autre travail qui est l'accompagnement lors des résidences, que c'est une chose qu'on fait très peu, que j'ai eu la chance de faire, mais que c'est un apprentissage. Parce que la première fois que je l'ai faite, je ne l'avais jamais faite. J'ai fait 2 fois des accompagnements longs avec des artistes. Donc la première fois avec Abdel Faye, avec Ricardo Zella-Fontaine, et c'était pour moi aussi un apprentissage de comment faire ça hein, sur 2 ans par exemple, d'être proche, d'être présent, d'écouter l'artiste, de traduire aussi ce qu'il dit parfois. C'était le cas d'Abdel Faye, de traduire ce qu'il dit en quelque chose que est utilisable pour d'autres. Ce qui est très utilisable pour lui n'était pas utilisable par d'autres personnes ou compréhensible directement pour d'autres personnes. Donc il y avait ce travail-là, les travails dans les résidences aussi. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous manque. D'ailleurs, voilà, ça c'est une chose qu'on devrait avoir. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se monter au niveau donc justement des résidences d'artistes. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Moi particulièrement, parce que je pense que c'est important. Et notamment avec des échanges avec d'autres lieux, dans la Caraïbe et le Brésil et l'Europe. Il faut qu'on fasse cette ouverture. En dehors de l'art, donc dans les plusieurs vies que j'ai eues, j'ai une vie à la collectivité régionale de Martinique, territoriale de Martinique, c'était la région, maintenant c'est le territoire. Et dans cette vie, j'ai travaillé en coopération. Donc cette notion de coopération, cette notion d'avoir des partenaires dans plusieurs territoires, elle m'intéresse beaucoup. C'est la question de ces partenariats, de construire quelque chose ensemble. C'est ça qui m'intéresse aussi. Les histoires ensemble. Parce que les histoires, c'est ce que tu constitues, c'est aussi ton rêve. Ce qu'on te raconte le passé, c'est le futur que tu racontes. À chaque fois, parce que les temps sont là. Le présent, le passé, le futur sont tous là, en même temps avec nous. Donc, quand je raconte le passé, je suis en train de rêver mon futur. Et pour rêver le futur, il y a un seul rêve de futur qui fonctionne, c'est quand on rêve ensemble. Hein, je ne sais plus de quel c'est ce mot-là, parce que il est dans une chanson populaire brésilienne, mais il vient d'un poète, je ne sais plus lequel. Que le rêve qu'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve qu'on rêve seul. Le rêve qu'on rêve ensemble, c'est la réalité. Donc voilà. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on rêve ensemble. Notamment avec la Caraïbe. Qu'est-ce qu'on essaye de faire en coopération? Marche moyennement bien. Marche plutôt pas très bien. Mais il faut continuer à essayer et trouver un moyen que ça marche pour l'art. Sachant que, pour que ça marche, et pour l'art et pour tout, il faut qu'il y ait un soutien au niveau des instances gouvernementales en quelque sorte. Oui, la collectivité, etc. Il faut ce soutien-là. Et il faut une implication de la société civile. Autrement, ça marche pas. Et donc, société civile pour l'art, galeries, mais aussi institutions privées, les fonds, n'est-ce pas? Et tout ça, il y a un petit peu d'effervescence, parce qu'on a eu des appels à projets qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avant. Il y a aussi le fait qu'on doit apprendre à répondre à des appels à projets, n'est-ce pas? Notamment les jeunes, puisque tout ça est ouvert pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un marché de l'art martiniquais ou antillais, Martinique, Guadeloupe? S'il existait quelque chose comme ça, il serait très exigu, n'est-ce pas? Parce qu'on est vraiment dans des territoires petits et avec une difficulté très grande que c'est que
des artistes qui ont bien vendu à une certaine période ne peuvent plus vendre parce que, étant donné les aiguïtés du territoire, on va trouver des jeunes acheteurs probables qui ont toujours vu ces œuvres chez leurs parents et qui ne voudront pas acheter de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il y a cette aiguïté qui fait que bon, voilà, il y a des artistes qu'on peut vendre à un moment donné qui ne pourront plus vendre maintenant puisque, voilà, les jeunes vont dire, même ça, c'était chez mes parents déjà. Okay. On peut penser qu'à ce moment-là, il y a peut-être l'intérêt pour les jeunes. Après, bon, on est dans une période de crise. Mais le marché lui-même, il est inexistant. On ne peut pas dire qu'il existe un marché de l'art. C'est vraiment très difficile. Ce qu'il faut, c'est intégrer un marché qui est plus large. Ça, déjà, et la grande question d'intégrer rien que le marché national. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir des biennales de Venise dans lesquelles il n'y a jamais, mais jamais, un représentant qui vienne d'ici. D'ici, je devais dire Martinique, Guadeloupe, Guyane. Parce qu'on va avoir, Alberta Whiteau, on va avoir plein de gens qui viennent de la Caraïbe, représentant des pays où ils vivent déjà à la Biennale de Venise, et pas des artistes d'ici. Donc ça, c'est quelque chose qui manque. Il manque cette chose-là, cet appui-là qui peut être fait au niveau des institutions françaises, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui relèverait des institutions françaises totalement. C'est une bataille qui n'est pas facile, puisque par exemple, pour les grandes messes comme la Biennale de Venise, il y a toutes les DAC de toute la France qui sont en train de tirer vers chacune d'entre elles. Donc, disons qu'on n'a pas beaucoup de poids. Mais à un moment donné, on doit se dire, mais il y a des régions dans lesquelles on n'a jamais eu. Donc ça, c'est important. Donc les marchés, un vrai marché en soi, il n'existe pas. Il peut pas être créé non plus. Est-ce qu'on peut créer vraiment un marché? Est-ce qu'on a, surtout dans la période de crise qu'on est là maintenant, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut aller acheter vraiment? Et est-ce que les prix sont en accord avec ce que les gens peuvent acheter aussi? Ça, c'est une question aussi, parce que parfois on voit des prix, on se dit, n'est-ce pas? Il y a un marché de l'art en ces moments, il y a un marché de l'art. À la Fondation Clément, ce n'est pas non plus un endroit pour un marché de l'art en principe, donc c'est assez, voilà. Et quand on regarde les prix, il y a des prix, on se dit, bon, on regarde les tailles des choses qui sont présentées, on se dit, mais on est présenté sans avoir la moindre intention d'être acheté un jour. Donc ça, c'est une question pour les artistes. Est-ce que lorsque vous présentez quelque chose dans un marché, vous avez l'intention d'être acheté ou pas? Donc, vous n'avez pas l'intention d'être acheté, vous avez l'intention de montrer. C'est déjà ça. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a votre propre politique. Il y a une politique culturelle générale, il y a votre propre politique aussi. Il y a une stratégie, n'est-ce pas? Et bon, voilà. La politique culturelle, moi, je suis quand même fonctionnaire de la collectivité territoriale, donc je vais totalement skipper cette question. Je peux dire une chose, c'est que à la collectivité territoriale, on vient d'embaucher comme en faisant l'intérimaire de la direction de la culture, de la direction générale de la culture, quelqu'un qui vient du milieu, quelqu'un qui est justement critique d'art et qui est curatrice, et voilà. Et donc je pense que là, c'est parce qu'on est en train de, quand même, on s'intéresse à la question. Au moins pour cette fois-ci, on s'intéresse à la question, parce que je pense que c'est, et on s'est déjà intéressé par ailleurs pour des lieux de démonstration. On en manque, évidemment, on en manque. On en manque, et il y a vraiment très peu. Il y a des nouveaux espaces qui sont arrivés, et je pense qu'il faut valoriser. Il faut extrêmement valoriser ces nouveaux lieux-là. Hein, qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont des lieux très agissants, beaucoup de choses se passent. Les patios, les stations culturelles, 16 mètres carrés. Donc, il y a plein de nouveaux espaces, et ces nouveaux espaces doivent être valorisés. Depuis 2010, j'entendais parler d'Alicia à Trinidad-Tobago. Je suis allée à Trinidad-Tobago en 2017, invitée là à l'université de West Indies pour parler de l'art, justement. Et on a été visiter Alicia. Et j'étais, waouh, je vais aller voir. Et quand je suis arrivée, c'était tout petit. Tout petit et vraiment pas équipé du tout. Donc on avait une exposition des Pablo Delano qui a fait quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'était le musée de l'Old Colony. Donc c'était que des photos donc historiques des Old Colony, c'est la façon comme ils appelaient Porto Rico aux États-Unis, c'est la vieille colonie.
Et il a fait ça, donc c'est un grand artiste. Aujourd'hui, il a une exposition, cette même exposition a évolué énormément, et elle est immense, immense, dans un grand musée, donc j'oublie lequel maintenant, mais c'est immense. Et à ce moment-là, on est de cette chose-là, c'est tout petit, je dis, mais ça, c'est savoir travailler quand même. Tout le monde parle d'Alicia, et voilà que chez nous, un petit endroit comme ça, on aurait dénigré l'endroit. Comme on a dénigré pendant des années des initiatives justement d'Abdafaï dans le sud de l'île, parce que c'était des petits carrés comme ça, et les Martiniquais avaient les Martiniquais de la culture avaient cette posture extrêmement critique, extrêmement critique. Il faut peut-être être moins critique dans ces genres de critiques-là, c'est-à-dire de dénigrer, de ne pas croire. Et c'était ce qu'ils nous ont appris là à l'ICA. C'est ça, c'est à croire en ce que tu es en train de faire. À croire en ta capacité aussi de tirer vers le haut alors que tu as une toute petite structure. Que c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Puisque donc ils se retrouvent d'ailleurs à la Biennale de Venise. Donc c'est important, tout ça, c'est important cette bataille pour la qualité, qui est une bataille de la vie de tout le temps. C'est une bataille contre le ibon comme ça. Le ibon comme ça, pas bon. C'est pas bon. Mais en sachant, en utilisant en revanche, en utilisant des outils à ta taille. Voilà, en acceptant que tu as des outils à ta taille. Et évidemment, ici en Martinique, on est hyper bien lotis au niveau privé avec la Fondation Clément. Parce qu'on a un outil qui a un confort qu'on n'a pas dans aucune des îles de la Caraïbe, même pas les grandes. Tout simple. Je connais les musées cubains et c'est extraordinaire, mais on n'a pas les conforts techniques qu'on peut avoir à la Fondation Clément, on n'a pas. Parce que c'est de la modernité, c'est des choses qui sont disponibles, c'est j'ai besoin de ça pour la production, clac, ça tombe. Ça, c'est donc, on a ça, on est bien lotis de ce côté-là, mais c'est une chose. C'est une chose qui a sa manière de fonctionner, qui n'est peut-être pas la manière que tout le monde souhaite. Mais alors, il faut croire justement dans ces petits endroits, de petits autres endroits, que très heureusement existent. Et voilà. Et je pense que de ce côté-là, la DAC fait un travail intéressant depuis un moment déjà, justement en finançant. Et il faut continuer sur cette lancée et il faut qu'on se professionnalise, c'est-à-dire nous professionnels de l'art. Et je parle pour les critiques aussi, parce que nous pouvons accompagner et être à l'origine des demandes aussi, des financements. Et c'est quelque chose que je dois faire, par exemple moi-même, je pense que j'aimerais faire. Mais bon, souvent on est pris dans quelque chose, on ne le fait pas. Donc voilà, tout le monde doit, c'est ça, puisque en fin de compte, il s'agit quand même de vivre de ça. Donc il faut y arriver. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, je vais continuer à être professeur et artiste. C'est très bien, c'est très bien. Enseigner d'ailleurs est une des choses les plus intéressantes au monde. Vraiment, j'adore. Mais un artiste, s'il a besoin de créer, il doit avoir cette possibilité-là, de juste créer. Et trouver des ouvertures pour ce qu'il produit. La meilleure chose pour voir l'avenir, c'est bien regarder vers le passé, parce que c'est là qu'on voit aussi. Et voilà, avec ça, faire une meilleure histoire. C'est avec les histoires qu'on raconte, en les racontant, on découvre là où on veut l'amener. Et c'est lorsqu'on écrit, par exemple, lorsqu'on écrit... on commence, et la chose, à un moment donné, on ne sait pas où on va, n'est-ce pas? Et ce qu'on est en train de raconter nous amène. Donc c'est ça, je pense qu'on doit avoir aussi avec l'art. Choisir ce qu'on est en train de raconter, parce qu'en fait, c'est ça la mémoire. La mémoire, c'est de l'oubli, en fait. La mémoire est faite d'oubli. Parce que quand on choisit de raconter quelque chose, ça veut dire qu'on a choisi d'oublier une certaine autre chose. C'est pas de moi, hein? C'est de quelqu'un de beaucoup plus intelligent, c'est de Paul Ricoeur, mais bon, je l'utilise quand même. Voilà, c'est pas la question de l'histoire, c'est pas la mémoire, c'est l'oubli. Voilà, parce que la mémoire elle-même, c'est déjà un choix. Et donc, allons choisir, choisissons mieux. Choisissons ce qu'on veut oublier bien, pour pouvoir raconter des meilleures histoires, des histoires qui nous amènent plus loin. Cette chose que... Et surtout, en termes pour l'art, comme pour tout. Il y a la question au départ, donc je dis que m'intéressait, c'était les histoires. Et j'avais une inquiétude particulière avec les histoires invisibles, les histoires que personne ne raconte, les histoires que, voilà, la personne vit une vie et cette vie n'est jamais vue, elle n'est jamais dite. Et donc,
Il existe un musée au Brésil qui fait ça, qui raconte les histoires des gens, qui laisse aux gens, pas raconte pas, qui laisse aux gens l'opportunité de raconter leurs histoires. Ce que je rêve comme institution, ce serait une institution qui permettrait, donc, justement, aux artistes, à plusieurs niveaux, de venir raconter leurs histoires. C'est-à-dire, et pour eux, donc, c'est d'accrocher leurs œuvres, n'est-ce pas? Et de que leurs œuvres vivent et qu'elles sortent de là pour aller ailleurs. Comme ça. Et la possibilité de se dire, de choisir ce qu'on s'est dit pour que ce monde soit meilleur, parce que c'est ça la question, n'est-ce pas? La question, c'est de faire un monde meilleur. Et le monde meilleur, il est un seul. Hein? C'est le monde qui est inclusif. C'est le monde que tout le monde existe. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit sur la nouvelle scène martiniquaise. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent, y compris des questionnements queer, par exemple. On a des artistes qui vont travailler sur des choses qu'on n'en parlait pas du tout avant. Absolument pas, qu'on passait totalement sous silence. C'est intéressant, parce que c'est la question du monde plus inclusif. Et c'est ça, le monde, il doit être plus inclusif. Parce que c'est nous qui gagnons avec ça. C'est nous, chaque personne gagne avec ça. Chaque personne. Tant qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, tous les non-dits là, ils pèsent sur nous. Tant qu'il y a des gens qui sont exclus, tous ces exclus-là, ils pèsent sur nous. Parce que c'est lié. Donc voilà. Si j'ai un rêve, c'est un rêve comme ça. Et si j'ai un rêve, et j'ai un rêve, c'est un rêve où on est ensemble. Plus en plus ensemble. Plus ensemble, plus ensemble, plus ensemble. Voilà.